Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Iwai Hisashi. Et je suis vraiment particulièrement enchanté comme ça de pouvoir d'avoir l'occasion de vous parler, de m'adresser à vous aujourd'hui. Et je voudrais remercier tout particulièrement Émilie Rigaud, qui est une amie. Et aujourd'hui, donc, il y a un service d'interprétation simultanée et je voudrais également adresser mes remerciements aux interprètes. Alors, je vais me présenter brièvement. Alors, je travaille comme créateur de typographie dans une entreprise qui s'appelle Jiu Kobo. Ça fait déjà 14 ans. Jiu Kobo est une entreprise qui a été fondée en 1989. Les polices Jiu Mincho et Yo Gothic, créées par Jiu Kobo, sont disponibles dans les environnements Mac et Windows. Et de plus, la police Hiragana Goshik Kare, que j'ai designé, fait partie des polices intégrées dès le début au système macOS et iOS. Et par ailleurs, j'ai également fait des projets de réédition et de restauration de caractères mobiles détenus par deux grandes entreprises d'impression au Japon. Donc Jiu Kobo produit des polices de corps de texte et des polices traditionnelles. On est spécialisé dans des polices très orthodoxes et basiques. Si j'ose une analogie avec l'alimentation, c'est comme si je produisais des aliments de base comme le blé ou le riz. Alors mon intervention s'appelle les oubliés du texte japonais. Je vais vous parler des polices que j'ai créées. Il s'agit d'un projet en fait personnel que j'ai mené en parallèle à mes activités professionnelles. Les textes japonais d'aujourd'hui ont une apparence extrêmement différente d'il y a 150 ans. L'impression typographique a véritablement démarré en 1870 au Japon. Et pour adapter les textes japonais à cette nouvelle technique, eh bien, le texte a dû être grandement modifié. Et mon projet, c'est de reproduire dans des environnements numériques la richesse d'expression des textes anciens. C'est-à-dire que mon projet expérimental vise à restaurer ce que le texte japonais ont perdu avec l'arrivée de la typographie. Donc, dans une première partie, je vais vous parler de l'histoire des caractères kana et de l'histoire des caractères de typographie japonaise. Il y a plusieurs idées qui rejoignent la présentation du professeur Suzuki précédemment. Mais en tout cas, je vais commencer par une brève histoire des kana. Alors voici ce que vous voyez, c'est un sceau doré que l'on trouve dans le manuel d'histoire japonaise. Ça a été offert par un empereur chinois au 1er siècle à une cour vassale japonaise. Il y a 2000 ans, donc c'est à cette époque que les kanji sont arrivés au Japon. Et avant cela, il n'y avait pas de caractère au Japon. On parlait le japonais, mais il n'y avait aucun moyen de le transcrire. Par la suite, au 8e siècle, on a commencé à écrire le japonais à l'aide des kanji. On utilisait pour transcrire les syllabes de la langue japonaise pour un caractère pour une syllabe. Et les caractères qui empruntent la prononciation uniquement des kanji, seulement la prononciation, étaient appelés les manyo-gana. Au 9e siècle, ces manyo-gana ont donné naissance au hiragana et au katakana. Les katakana dérivent de la structure, des symboles qu'on a utilisés pour lire les textes anciens chinois. Tandis que les hiragana c'est une forme issue de la forme cursive des manyo-gana. Vous voyez ici le Koyagire Kokinsho, qui est considéré comme un summum de la calligraphie en kana. C'est à l'écriture japonaise ce que les reliefs de la colonne Trojane sont à l'alphabet latin. Et il y avait donc à la moitié du XIe siècle le Chokusen Wakashu, qui est une partie d'un rouleau qui a été reproduit d'un recueil de poèmes classiques par des grands calligraphes.
Et les formes cursives des kanji, des katakana ont donné naissance à une beauté toute particulière, une esthétique toute particulière. Et donc, il y a 1000 ans après l'arrivée des kanji, il y a un système d'écriture typiquement japonais qui a vu le jour. Alors là, je fais un grand saut dans le temps. On va, là, c'est le texte qui a été publié il y a 150 ans. Alors on voit au début une sorte de citation, les femmes doivent adopter un comportement différent des hommes. Il s'agit d'un manuel d'instruction de l'intention des jeunes filles. Et donc ça a été imprimé sur du bois, comme c'était souvent le cas à l'époque. Et les caractères utilisés, notamment les hiragana, sont de tailles différentes et sont riches en variations. Et chaque catégorie de caractères a des formes et des proportions propres. Il y a des caractères grands, des petits, il y en a qui sont plats, il y en a qui sont allongés. Et de plus, on peut voir aussi qu'il y a des caractères qui sont liés les uns aux autres. Donc les kanas étaient un système où les caractères étaient liés avec des traits. Et c'est pour ça que les caractères changeaient de caractère selon ce qui précédait et succédait. Et ce n'était pas uniforme comme 800 ans après ce Koyagire, le texte japonais présentait une apparence vraiment très différente. Cependant, la taille des kanas varie et les caractères étaient écrits en continu, comme c'était le cas il y a 800 ans auparavant. Donc, dans toute cette période, il n'y a pas vraiment eu de changement radical de la forme du texte. Donc voilà, grosso modo, l'histoire des kanas jusqu'à il y a 150 ans. J'aimerais maintenant voir l'histoire des caractères des typographies japonaises. On voit ici une publicité en caractère d'imprimerie qui a été publiée à Shanghai à la fin du 19e siècle. Alors à Shanghai, il y avait déjà la technique d'impression typographique à l'occidentale qui était utilisée par des missionnaires occidentaux pour propager le christianisme. Et à cette époque-là, au Japon, il n'y avait pas de technique d'impression moderne. À l'époque, le Japon était un pays isolé, il n'y avait pas ou peu de contact avec l'étranger. Et donc cette technique n'avait pas encore été importée au Japon, tout simplement. Tous les caractères sont organisés dans des cases. Et là, alors bien sûr, il s'agit là de chinois. Et donc, il n'y a pas de kana. Alors, la question se pose, comment est-ce que sont nés les caractères mobiles des kanas? Alors, ça va paraître peut-être surprenant, mais ces kanas caractères mobiles sont nés également à Shanghai. On voit ici que c'est un extrait de catalogue de caractères typographiques. Et là, on voit également que chaque kana est individuellement inclus dans des carrés uniformes. À cette époque, le japonais, tout particulièrement le hiragana, a connu une transformation importante. Pourquoi le hiragana ont été ainsi séparés les uns des autres et inclus dans des cases? J'aimerais vraiment prendre un moment pour réfléchir à cette question. Alors, de manière générale, les kanji ont des contours carrés. Et lors de l'impression sur bois, on les incluait donc dans des blocs carrés. Vous pouvez voir ici un recueil de sutras bouddhiques en chinois. On s'aperçoit que chaque ligne est composée du même nombre de caractères. Ainsi, il est logique d'avoir adopté une chasse pleine pour produire des caractères mobiles de kanji. En revanche, pour les Japonais du XIXe siècle, ça a dû paraître bizarre de voir des kanas séparés les uns des autres et ayant tous la même taille. Celui qui a produit ces caractères à Shanghai s'appelait William Gamble. Alors lui, il ne connaissait pas le japonais et il n'a probablement pas trouvé ça bizarre de produire des kanas comme ça. Alors, peut-être qu'il les a tous tout simplement adaptés à la même chasse que les kanji. C'est une hypothèse. Vous voyez ici un portrait de Shozo Motoki, qui est considéré comme le pionnier de l'impression typographique moderne au Japon. Il était interprète en néerlandais
et s'est lancé dans le développement de caractères d'imprimerie après avoir vu des ouvrages imprimés occidentaux. Et après avoir expérimenté et tâtonné, il a invité William Campbell au Japon pour qu'il enseigne sa technique d'impression. Motoki donc, a ouvert une fonderie pour produire des caractères mobiles et a organisé des cours de composition, ce qui a marqué l'industrialisation de l'impression typographique au Japon. Vous voyez ici la typographie de kana produite par Motoki au Japon. Et ici aussi, on voit qu'ils sont tous séparés individuellement et insérés dans des cases. Alors pourquoi est-ce qu'il a accepté cette forme de kana? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen, avec les techniques modernes, de faire autrement, de les arranger? Et n'a-t-il pas pensé à faire des caractères de manière proportionnelle pour reproduire les différentes tailles originelles des kanas? Il aurait très bien pu s'inspirer pour ça de ce qui se faisait en Occident, par exemple. Alors, je ne sais pas dans quel état d'esprit il a créé ces caractères. En tout cas, cela soulève beaucoup de questions. J'aimerais maintenant qu'on regarde un texte japonais contemporain. Alors voici une page typique d'un livre. On voit que les kanas, les caractères, ont tous une chasse pleine. Les caractères qui étaient auparavant liés ici sont séparés les uns des autres, et les formes qui présentaient des variations sont ici uniformisées. De plus, ils sont ajustés pour rentrer dans les carrés, et on ne ressent plus vraiment les proportions propres à chaque caractère historiquement. Donc ainsi, l'impression typographique a énormément changé l'apparence des textes japonais. Et d'ailleurs, ça a été repris, cette logique a été reprise par la police de caractères numériques. Alors pourquoi ce système de chasse pleine est-il toujours adapté de nos jours? J'imagine qu'il doit y avoir une raison, et pour cela, j'aimerais présenter deux avantages de ce type de disposition. Le premier avantage d'un système en pleine chasse, c'est que ça simplifie les calculs en vue de composer. Un système en pleine chasse, basé sur la pleine chasse, simplifie énormément les calculs de l'espace disponible lors de la mise en page. La longueur d'un texte en anglais se mesure au nombre de mots, tandis qu'en japonais, c'est le nombre de caractères qui prime. Là, ce que vous voyez, c'est une feuille de rédaction standard que utilisent les écoliers, les écrivains. On écrit un caractère par case. Il y a au total 400 cases pour une page. Et en général, les consignes sur la longueur d'une rédaction sont exprimées en nombre de feuillets à remplir de la sorte. Vous voyez ici un écran de texte de la version japonaise de Adobe InDesign, et on voit, alors ça affiche le nombre de caractères par rapport aux lignes et au nombre de lignes. Et dans le cas des caractères pleine chasse, il suffit de choisir une taille de caractère plus un espacement de lignes, et la taille de la surface d'impression est automatiquement calculée. Et on peut également faire ça par rapport au nombre de caractères. Tandis que dans le cas des caractères typographiques à classe proportionnelle, la tâche est beaucoup plus compliquée. Donc un système basé sur la pleine chasse permet de faire correspondre facilement le nombre de caractères et la surface d'impression. Le deuxième avantage d'un tel système, c'est le sens des compositions. Le système pleine chasse permet de composer le japonais de manière horizontale. L'impression typographique comprend beaucoup de contraintes physiques et matérielles, mais en étant inclus ainsi dans les cases, ça a permis de composer le japonais de manière horizontale. Imaginez-vous un instant que l'on compose verticalement l'alphabet latin. Il faudra placer des différentes cales ou bien entre les caractères ou des interlignes. Il s'agit d'un travail extrêmement fastidieux. Donc, avant l'impression typographique, les textes japonais étaient toujours composés de manière verticale, jamais de manière horizontale. Cette composition horizontale est une forme d'expression qui est née de l'avènement de la typographie. Donc, le caractère d'imprimerie kana pleine chasse a joué un rôle très important dans la modernisation du pays. Cependant, on a également beaucoup perdu avec l'avènement de la typographie.
la richesse expressive des textes que produisait la diversité de caractères a laissé place à des textes quelque peu fades. Et voilà donc pour l'histoire des canards et pour l'histoire des caractères typographiques japonais. Je vais maintenant vous présenter mon projet personnel qui vise à restaurer ce que les textes japonais ont perdu avec l'avènement de la typographie. J'aimerais vous présenter une police de kana qui s'appelle Hidesu. Je vais vous expliquer plus en détail ce concept. Alors, Hidesu vient de l'ouvrage Hidesu no Kyo ou Fidesu no Kyo, qui est un kirishi-tanban, c'est-à-dire un ouvrage imprimé, c'est-à-dire un ouvrage du XVIe siècle qui était imprimé au Japon et qui était imprimé en fait par des missionnaires jésuites pour propager la religion. Ici, nous voyons la mission de jeunes gens envoyés au Japon, en Europe, pardon, à l'ère Tensei, au XVIe siècle. Alors, il n'est pas sur cette gravure, mais il y avait également dans cette mission un certain Constantino Dorado, c'est un japonais, qui a appris la technique d'impression et qui a ramené au Japon une imprimante à caractère mobile. On parle d'une époque où ça prenait plusieurs mois pour rallier l'Europe en bateau. Et il a fondé la première imprimerie de type occidental au Japon. Alors, parmi les ouvrages qui ont été imprimés dans cette imprimerie, on trouve donc ce Hidesu no Kyo. C'était un manuel destiné, qui prêchait en fait l'existence du Dieu créateur aux Japonais non convertis ou bien aux ceux qui étaient juste convertis. Les textes de kanji et kana étaient imprimés avec des caractères mobiles en métal. Ça date du XVIIe siècle. La phase d'industrialisation véritable de l'impression typographique au Japon a commencé au XIXe siècle. Mais avant ça, il a donc existé, comme je vous l'ai montré, déjà au Japon des ouvrages imprimés en caractère mobile métallique. C'est un ouvrage qui a été utilisé par les missionnaires pour propager la religion chrétienne. Mais par la suite, le christianisme a été banni, les chrétiens ont été réprimés et expulsés. Et ainsi, l'imprimerie de typographique occidentale n'a pas pris au Japon à cette époque. Là aussi, donc, ce sont des caractères mobiles en métal qui ont été utilisés, comme lors de l'impression typographique moderne. Cependant, les caractères ont conservé le dynamisme de l'écriture manuelle. Et je pense qu'il y a dans ce texte des indices qui permettent de restaurer ce que les textes japonais ont perdu au cours du XIXe siècle. Et c'est pour ça que j'ai échantillonné, j'ai fait un échantillon des hiragana de cet ouvrage que j'ai réédité en tant que police de kana numérique. Les textes japonais sont composés de kanji, hiragana, katakana, des caractères d'alphabet, alphanumérique, des symboles. Donc, c'est des types de caractères très différents. Les hiragana et katakana représentent environ 60% à 70% d'un texte typique contemporain. Et il est courant de trouver au Japon des sous-catégories de polices composées de kana uniquement, qui sont combinées, des polices de caractères complètes. Donc il est possible, de modifier grandement l'impression qui se dégage d'une composition en ne remplaçant que les kana. Il était inconcevable que mon projet couvre une police entière de caractères japonais. C'est pourquoi je me suis limité à produire uniquement une police de kana. Maintenant, j'aimerais vous présenter le processus de création de la police Hidesu. Voici un livre que j'ai trouvé dans la bibliothèque de Jiyu Kobo. Il s'agit d'une reproduction en facsimilé où nous pouvons trouver la totalité des Hidesu no Kyo. J'ai commencé donc par scanner ces pages. J'ai ensuite analysé en haute définition chacune des pages. Puis, j'ai ensuite divisé ces pages en sorte de lamelles, donc ligne par ligne. Et j'ai extrait les caractères à partir de ces lignes pour les catégoriser.
J'avais décidé de développer une police pour chacun des hiragana utilisés dans le Hidesu no Kyo. Il fallait donc faire ce travail pour toutes les lettres du début à la fin du livre, car je ne savais pas quels caractères étaient utilisés. Donc c'était un vrai travail de fourmi que d'analyser les lettres une à une, qui a dû me prendre une centaine d'heures de travail. Une fois les caractères isolés et catégorisés, je sélectionne ceux qui sont les plus nets. On trouve dans ce texte des caractères similaires en forme, mais ayant une hauteur différente. Il donne l'impression d'avoir été raboté, comme si on avait raboté ces caractères finis pour en faire des caractères moins hauts. Je sélectionne donc les caractères qui n'ont pas perdu leur forme originelle en bonne condition. J'agrandis ensuite le corps de caractère en une largeur de 30 mm. Je surligne celui-ci au pinceau en utilisant une table lumineuse. La taille du corps original est d'environ 9 mm. Forcément, parfois, l'impression a bavé ou n'est pas nette, ce qui rend difficile la reconnaissance de la forme du caractère. J'ai donc décidé, dans ces cas, d'écrire moi-même au pinceau ces lettres pour en vérifier les traits les plus naturels. J'agrandis ensuite ces lettres écrites au pinceau pour leur donner une largeur de 48 mm. Les caractères écrits en un trait de pinceau possèdent des contours irréguliers. J'utilise alors de nouveau la boîte lumineuse et décalque la lettre au crayon en harmonisant les contours. Une fois le contour décalqué au crayon, je scanne l'image. J'affiche l'image sur le logiciel Glyphs pour produire à partir de là les données des contours. Une fois le contour dessiné, j'ajuste l'épaisseur ou encore l'inclinaison des caractères. Comme le tracé provient d'un mouvement de pinceau naturel, cette tâche n'est pas bien compliquée. Le contour étant ainsi finalisé, je passe ensuite à la création de données proportionnelles. Mon souhait était de combiner ces kanas avec des kanji. Je cherche donc minutieusement l'interlettre idéale par rapport au kanji, car l'espacement apporte une expression à la composition et influe également la lisibilité du texte. Ensuite, pour finir, j'applique les caractéristiques des formats OpenType. Hidesu comporte de nombreuses unités de caractères composées de 2 ou 3 lettres. Selon la combinaison des caractères, un système permet d'appliquer automatiquement ces unités de caractères. Et dans certains cas, Hidesu propose plusieurs formes de lettres pour une syllabe, pour un son. Lorsque des caractères variants suivent ou précèdent, une règle préétablie permet de changer les lettres automatiquement. Enfin, ce système est déclenché même lorsque plusieurs lettres ont été introduites entre ces caractères. Il semblerait que dans la calligraphie ancienne, on évitait de faire suivre des formes identiques de kana. Et selon le sens esthétique de l'auteur, du calligraphe, des formes différentes étaient librement utilisées pour apporter du mouvement aux phrases. Cette fonction permet donc d'éviter une composition monotone. À travers la production de la police Hidesu, retrouver ce qui a été oublié dans l'écriture japonaise suite à l'introduction de l'impression typographique moderne, tel était l'objectif de ce projet. Le corps des caractères est non pas à chasse fixe, mais à chasse variable, pour mieux respecter le squelette des kanas d'origine. Et en proposant des ligatures variées, j'ai rendu possible partiellement la liaison dans l'écriture. J'ai également préparé un variant pour chaque lettre, qui peuvent être switchés automatiquement pour détruire la monotonie de la composition contemporaine. Je pense que la reproduction de ces caractères via des outils numériques, c'est ce qui a permis un certain niveau de réussite de ce projet. Mais je constate que certains aspects restent néanmoins donc oubliés dans le Hidesu. Tout d'abord, les hentai gana. Il s'agit de variants des hiragana utilisés de nos jours.
Et depuis les années 1900, ils ont cessé d'être utilisés au sein des écoles et de ce fait, la plupart des Japonais d'aujourd'hui sont incapables de lire ces caractères, ces variants. Néanmoins, ils continuent à être utilisés occasionnellement pour leur capacité à transmettre une certaine nostalgie dans, par exemple, les enseignes de magasins. Mon objectif avec le Hidesu était de créer une police qui est adaptée au contexte de composition contemporain. Je n'y ai donc pas inclus les hentaigana qui de toute façon ne sont pas lisibles pour la plupart des Japonais. Mais pourtant, il me semble que dans le souhait de retrouver les expressions visuelles riches des textes japonais, les hentaigana renferment un potentiel important. Il fut un temps où le japonais, pour écrire un son, une syllabe, choisissait son kana parmi plusieurs en se fondant sur son sens esthétique. Plus il y a de caractères disponibles, plus cela permet d'enrichir les expressions du texte. Il paraît que lorsque j'étais enfant, j'ai lu une enseigne à voix haute, Wataya, sauf que je l'ai lu à l'envers, en disant donc Yatawa. Et ma mère me dit, s'être dit alors qu'un enfant était capable d'apprendre à lire naturellement sans qu'on lui enseigne la lecture. Ce qui me fait dire que peut-être que les hentaigana, sans être enseignés à l'école, deviendront lisibles à force d'être vus par les Japonais. Le deuxième oubli porte sur la superposition et l'enfoncement des traits des lettres. À gauche, vous voyez un extrait du livre imprimé par Bloc de Bois il y a 150 ans dont je vous parlais tout à l'heure. La dernière lettre et la troisième lettre s'entremêlent de manière organique et j'avoue être extasié par la légèreté qui en émane. Mais ce type d'expression n'a plus été possible avec l'utilisation des caractères mobiles métalliques pour des raisons physiques. Comme vous pouvez le voir au milieu, le corps des caractères était devenu une contrainte. Il n'est pas possible d'intermêler les caractères précédents et suivants par crénage. Et si on essaye de créer un contact de force entre les lettres, cela nous oblige à décapiter violemment le haut et le bas du corps du caractère. Et cela modifierait de manière sensible la forme de la lettre. Il n'est donc plus commun de superposer ou d'intermêler les caractères dans la composition des textes japonais d'aujourd'hui. Mais l'environnement numérique dont nous disposons aujourd'hui doit pouvoir nous libérer des contraintes physiques représentées par les caractères mobiles métalliques. Afin donc de récupérer et de retrouver ces deux oublis des textes japonais, j'ai tenté de développer une nouvelle police. Elle vient tout juste de prendre forme et en fait, seule ma famille est au courant de l'existence de cette police. Ça aurait été Steve Jobs lors d'une présentation d'un nouveau produit Apple, il aurait certainement introduit cette section par « There is one more thing ». Voici la police qui s'intitule Uwabami. Uwabami est un ancien mot japonais qui désigne le grand serpent mythique. J'ai donné ce nom du fait des traits épais qui semblent onduler. Cette police offre une expression de composition totalement nouvelle qui n'existait pas dans l'impression en wablon. Cette police est basée en fait sur le joruri ou le bungaku, théâtre musical traditionnel, et sur ses caractères servant en script. Il s'agit d'une écriture expérimentale. La particularité des caractères joruri, c'est son style fougueux et l'interlettrage extrêmement serré. En fait, c'est comme une retranscription écrite du jeu du chanteur qui exprime vivement les émotions des personnages durant la pièce de théâtre. Si j'ai choisi ces caractères joruri, c'est parce que j'ai estimé que les reproduire me permettrait de retrouver les deux oublis dont je vous parlais. Hidesu m'avait déjà permis de reproduire les textes japonais d'antan, et ici, deux nouveaux éléments pouvaient y être ajoutés. La prise en compte des hentaigana et la superposition des traits des caractères. Alors, pour être précis, il paraît qu'il existe un nombre très important de caractères en hentaigana, mais seule une partie était utilisée au quotidien.
Et d'ailleurs, on n'en compte que quelques-uns dans les textes Jōruri, dans les scripts des théâtres Jōruri. Cela peut donc faciliter l'accueil de ces caractères par les Japonais d'aujourd'hui. De plus, du fait de l'interlettrage très serré, les caractères Jōruri entrent naturellement en contact entre eux. Cet aspect peut être reproduit du fait de l'environnement numérique, qui ne présente pas de contraintes physiques, qu'était le corps des caractères. Ma démarche a commencé par des recherches dans des librairies de livres anciens. Ici, vous voyez un magasin, une librairie de Kyoto qui proposait une sélection importante de scripts de théâtre Jōruri. La plupart des scripts dataient d'il y a une centaine d'années, mais leur prix était tout à fait raisonnable. Un livre coûtait entre, disons, 5 et 15 euros. J'ai acheté tous ceux dont l'écriture me plaisait. À la fin des livres se trouvent les noms des calligraphes. Les livres que j'ai achetés étaient écrits par la main de 5 calligraphes. Et chacun avait son propre style. Mais mon choix s'est porté sur les caractères écrits par un certain Wada Shobei. Son écriture est celle que vous voyez sur la droite de cet écran. Cela parce que l'épaisseur et la taille des caractères étaient relativement uniformes et m'ont donc semblé adaptés à la typographisation. De plus, il était possible d'insérer les caractères dans des rectangles. Parfois, selon le calligraphe, une lettre peut être fortement inclinée. Mais dans le cas d'une police de caractères, il faut que les lettres puissent être alignées avec celles qui les précèdent et celles qui les suivent. Il faut donc que la lettre regarde en face, ne soit pas dirigée vers une direction particulière. J'ai donc scanné le livre dans sa totalité pour y extraire les lettres, exactement comme j'avais fait pour le Hidesu. Les lettres isolées sont extraites à l'unité et les caractères liés sont extraits dans leur ensemble. Puis, je compare les images ainsi, les lettres ainsi découpées, et je sélectionne le caractère le plus net, le plus propre. Les kanas étaient souvent liés entre eux. Je me suis donc retrouvé avec de très nombreuses unités de combinaison. Mais je ne pouvais pas pour autant les inclure toutes dans la police. J'ai donc décidé de m'en tenir aux liaisons de 2 caractères. Il faut dire que les combinaisons de 3 lettres ou plus allaient être très rarement utilisées dans la composition. J'ai également exclu les caractères liés par des traits très fins. Car j'ai pensé que c'est là où la pression du pinceau était marquée qu'on apercevait l'intérêt, le charme des liaisons de ces kanas. À droite en haut, vous voyez donc les lettres qui ont été exclues de la création de police. Et à droite en bas, les lettres que j'ai sélectionnées. Je n'ai pas eu besoin de redessiner moi-même les caractères pour le Uwabami. En effet, le script de Jōruri était dans un très bon état et je n'ai pas eu de difficulté à reprendre le mouvement du pinceau. J'ai donc décalqué les caractères que j'avais sélectionnés pour ajuster par la suite leur taille et leur épaisseur. Dans cette police, l'interlettrage et le crénage ont été des éléments cruciaux. Il fallait resserrer au maximum les espaces entre les caractères pour qu'ils se touchent. Ainsi, j'ai appliqué un taux négatif à l'approche des caractères. Et lorsqu'il y avait des espaces qui n'étaient tout de même pas comblés, ou lorsque le contact entre caractères se faisait mal, j'ai travaillé le crénage pour apporter donc un ajustement individuel. J'en viens à la conclusion de cette présentation. Les documents imprimés n'existent qu'au travers des techniques qui rendent possible l'impression. Un certain designer avait dit un jour la chose suivante: ce n'est pas l'expression qui crée la technique, mais la technique qui crée l'expression. Et je dois vous dire que c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué.
La technique d'impression typographique a grandement modifié les textes japonais il y a 150 ans. Et le changement opéré à cette époque subsiste aujourd'hui encore. Mais les caractères mobiles métalliques et les polices de caractères numériques représentent des contraintes techniques tout à fait différentes. Les caractères n'ont plus de taille physique et la composition est assistée de manière tout à fait courante à l'ordinateur. Alors, quel type de texte japonais devrions-nous avoir aujourd'hui? Pour redonner vie à la beauté riche des textes japonais d'avant, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Je pense que c'est une question qui est posée à tous les designers de typographie du XXIe siècle. Et à cette question, j'ai apporté pour le moment deux propositions de réponse que sont le Hidesu et le Uwabami. Il existe peut-être encore des oublis des textes japonais que ces deux polices n'ont pas su ramener du XIXe siècle. Je compte bien continuer à étudier ce magnifique héritage que nous ont laissé nos ancêtres. Je vous remercie de votre attention.